Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas un représentant de la communication de la police nationale. Je suis juste un fonctionnaire de police passionné par son métier. Je réalise ces vidéos par passion sur mon temps libre. Elles peuvent contenir des erreurs ou des informations qui ne sont plus d'actualité. Pour plus de renseignements et pour des informations totalement fiables, je vous invite à vous rendre sur le site officiel de la police nationale. Le lien se trouve toujours dans la description de chacune de mes vidéos. Et vous pouvez également retrouver les sources de mes informations dans la description de chacune de mes vidéos. Bon visionnage! Le 31 mai 2020 est sortie la 3e vidéo de ma chaîne YouTube. Cette vidéo s'intitule « Mieux connaître la police secours ». À l'époque, j'avais pas la même façon d'écrire, je lisais plus mon texte, j'avais pas le même ton, et j'avais pas le même équipement non plus. Maintenant j'ai un micro, j'ai un meilleur ordinateur, je peux faire des montages un petit peu plus élaborés, même si ça reste pas des montages de professionnels dignes d'un film. Mais voilà, du coup j'ai décidé de refaire une vidéo intitulée « La police secours en détail ». Et ce sera le premier épisode d'une série de vidéos vraiment détaillées, des grosses vidéos qui vont durer 20, 30, peut-être même 40 minutes, où je vais vraiment avoir le temps et prendre le temps de parler de plein de choses, de vous détailler un maximum par exemple tout ce qui est service, mais également des sujets de société, comme les femmes dans la police. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies pour cette série, et surtout j'ai très envie de développer les formats longs sur ma chaîne YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, et je vais vous présenter les différentes parties qui composent la vidéo. En premier lieu, je vais vous faire une petite introduction pour vous résumer ce que c'est la police secours. Ensuite, on va répondre à la question, c'est quoi la police secours? Avec tout ce qui est origine et histoire de la police secours. Et évidemment, toutes les missions possibles en police secours. En 3e partie, on verra tout ce qui est effectif, équipement, mais également les véhicules et les tenues pour les personnels qui composent la police secours. La 4e partie, c'est la partie interview. Plusieurs collègues qui font partie de ce service vont vous parler de leur expérience et vont répondre à mes questions. En 5e partie, on va parler de ce qui intéresse beaucoup de monde, le salaire, les primes et les avantages. Et pour terminer, en 6e partie, il y aura une petite conclusion pour résumer ce qu'on a dit dans la vidéo. Je vous laisse à la vidéo, le chapitrage est disponible, donc n'hésitez pas à cliquer sur les parties qui vous intéressent si vous ne voulez pas regarder la vidéo en entier. Mais bon, je vous recommande fortement de regarder la vidéo en entier. Je vais essayer de la rendre la plus intéressante possible. Pour toutes les personnes qui écoutent la vidéo sur Spotify, je vous souhaite une bonne écoute. Et pour toutes les personnes qui regardent la vidéo sur YouTube, eh bien je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. La police secours, c'est le service de police qui s'occupe de tout ce qui est intervention suite aux appels 17. Les policiers qui composent ce service, ce sont les primo-intervenants dans la plupart des cas sur la plupart des missions de police. Ce service est composé de policiers adjoints, mais également de gardiens de la paix, brigadiers chefs et majors, tous les membres du corps d'encadrement et d'application, et on peut également avoir des policiers adjoints réservistes. Plus rarement, vous allez retrouver des officiers, mais dans ce cas, ils vont diriger les services. Il faut savoir qu'en police secours, vous avez des brigades de jour et des brigades de nuit. Les horaires, en gros, c'est soit en 12 heures, soit en 8 heures. De nos jours, dans la plupart des commissariats, les polices secours sont passés en horaire cyclique de 12 heures. C'est-à-dire qu'ils font soit du 2-2-3, avec 2 jours de travail, 2 jours de repos, 3 jours de travail, puis 2 jours de repos, 2 jours de travail et 3 jours de repos. Ce qui nous fait donc une grande semaine où on travaille 5 jours en 12 heures et une petite semaine où on travaille 2 jours en 12 heures. Il y a également parfois le 3-3, donc 3-3 c'est très simple, 3 jours de travail, 3 jours de repos, et là ça ne change pas, vous enchaînez toujours 3 jours de travail, 3 jours de repos. Sinon, pour tout ce qui est service cyclique en 8 heures, vous avez le 4-2, alors il y a différents types de 4-2, mais en gros c'est 4 jours de travail et 2 jours de repos. La police secours, elle a différents noms, ça dépend des commissariats, on l'appelle notamment le service général, la section, le roulement, la brigade ou la PS. Ces missions, c'est tout ce qui est intervention suite aux appels 17, notamment pour tout ce qui est violence intrafamiliale, mais également accident de voie publique, bagarre, rixe, agression, mais également tout ce qui est tapage nocturne, véhicule en panne ou toutes les missions diverses d'assistance aux personnes. Il y a également d'autres missions en police secours qu'on appelle les servicudes, notamment tout ce qui est accueil, il faut bien des effectifs pour faire l'accueil au commissariat, mais également la surveillance des geôles, des cellules de garde à vue, la mission de chef de poste qui est essentielle au fonctionnement du service, et également plus rarement, mais ça arrive régulièrement dans les gros commissariats, les gardes d'hôpital et les transports au centre hospitalier pour les personnes gardées à vue qui ont besoin de voir un médecin, ce qui nécessite la délivrance d'un certificat de compatibilité avec la mesure de garde à vue par un médecin. Comme je l'ai dit, la police secours, elle est généralement primo-intervenante sur les missions, c'est-à-dire que les policiers de ce service sont généralement les premiers à arriver et les premiers à agir sur de très nombreuses missions. Mais alors, c'est quoi la police secours? L'origine de la police secours, sa création, ce serait le 2 avril 1928. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé sur internet.
Ce jour-là, partout dans Paris, des bornes téléphoniques furent installées sur les trottoirs, des grosses bornes en fer noir, afin de pouvoir joindre instantanément les équipes de police secours. La mission de ce nouveau service, c'était de répondre à toutes les urgences et à toutes les détresses. Et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un accident de vélo, on appelait police secours. Un vol de sac à main, on appelait police secours. Un type éméché dans la rue, on appelait police secours. Idem quand on perdait son chien ou les clés de son camping-car. Là, ce que je viens de vous lire, c'est l'extrait d'un article que j'ai trouvé sur France Inter. Et ça résume bien la mission de la police secours, du moins au début du XXe siècle. Ces bornes téléphoniques qui permettaient de joindre la police secours étaient installées tous les 500 mètres environ dans la capitale et elles permettaient donc d'alerter directement la police. Il faut savoir que de nombreuses villes ont imité la capitale et ont installé un peu partout dans leurs rues des bornes d'appel pour contacter la police. 2 ans plus tard, en 1930, le numéro 17 est créé. Ce numéro reçoit chaque année 11 millions d'appels, sachant que moins d'un quart nécessite réellement une intervention. Les grosses bornes en fer de police secours qui ornaient les trottoirs des grandes villes ne vont disparaître que dans les années 1970. Mais alors pourquoi le 17 comme numéro d'appel? Alors il faut savoir que du temps des téléphones à cadran, le 1 était le numéro le plus rapide à composer. Et comme on voulait 2 numéros proches pour la police et les pompiers, et que les autres numéros courts étaient déjà pris, eh bien la police hérita du 17 et les pompiers du 18. Et cette information-là que je vous donne, ça vient d'un article du site RTL, dont je mets bien évidemment le lien en description. Et alors, pourquoi on appelait ce service police secours? Eh bien tout simplement parce que la police nationale a participé au secours aux personnes avec sa composante police secours, mais cette tâche est dévolue depuis 1984 aux sapeurs-pompiers. Comme me l'ont raconté certains collègues, à l'époque quand il y avait des personnes qui étaient décédées, c'était très souvent la police secours qui transportait le corps de la personne jusqu'à la morgue. Et c'était pas forcément les pompes funèbres qui venaient, voire même quasiment jamais. Maintenant de nos jours, c'est toujours les pompes funèbres qui vont chercher un corps lorsqu'il y a une intervention de police. Lorsqu'on découvre une personne qui est décédée, évidemment ce sont les pompes funèbres qui vont emporter le corps. Mais à l'époque c'était pas comme ça. Et à l'époque, les missions de police secours, c'était de la police, mais également du secours. On pouvait avoir, lorsqu'une personne était blessée, l'intervention de la police secours pour aider la personne et pour lui faire les premiers soins, ainsi que toutes les missions de renseignement aux personnes qui demandent des renseignements dans la rue aux policiers. Ça arrivait très fréquemment. Notamment aussi faire la circulation, c'était une mission qui était dévolue à la police secours à l'époque. Et de nos jours, ça a plutôt pas mal changé. Mais alors, quelle mission de nos jours pour la police secours? On a déjà toutes les missions extérieures qui concernent tous les appels 17. Comme je vous l'ai dit en introduction, la police secours est généralement primo-intervenante sur les missions. C'est-à-dire que les policiers qui composent ce service sont, dans la majorité des cas, les premiers à arriver sur les missions. Et c'est donc eux en premier lieu qui vont traiter ces interventions avant de parfois avoir du renfort quand ça le nécessite. Ces missions, c'est par exemple tout ce qui est différence sur la voie publique, mais également tout ce qui est différends familiaux, les violences conjugales, les constatations suite à des vols par effraction, également des missions pour tout ce qui est tapage nocturne, tapage diurne, les constatations pour tout ce qui est accident de voie publique, et également tout ce qui est intervention pour des personnes décédées à domicile ou sur la voie publique. Ça, c'est les missions suite aux appels 17. On va également avoir des missions extérieures qui sont des missions dites d'initiative, notamment tout ce qui est contrôle routier, que ce soit en point fixe ou le contrôle d'une voiture, comme on le dit dans le jargon, à la volée, suite à la constatation d'une infraction ou non, puisqu'il faut savoir qu'un policier n'a pas besoin de constater une infraction d'un conducteur pour contrôler son véhicule et ses papiers, c'est dans le code de la route. N'importe quel véhicule et son conducteur peuvent être contrôlés par un policier ou un gendarme sans qu'il y ait eu besoin d'une infraction préalable. On va également retrouver tout ce qui est mission de prévention routière, également des missions de contrôle d'identité, que ce soit sur réquisition ou suite à la constatation d'une infraction, et également des missions de contrôle des points de deal, harcèlement des points de deal, recherche de produits stupéfiants sur des personnes, ce genre de choses. Il y a également des missions sur instruction qui peuvent être dévolues à la police secours, comme notamment toutes les missions qui portent sur la vente à la sauvette, donc le contrôle des personnes qui font de la vente à la sauvette. Également parfois des missions de contrôle routier qui peuvent être ordonnées par la hiérarchie, et très fréquemment le transfert des déférés vers l'hôpital ou vers le tribunal. Et il faut savoir que sur Paris, dans chaque brigade de police secours, généralement on a un véhicule qui est dédié juste à faire ça en fait de toute la journée, transférer les personnes jusqu'à l'hôpital ou jusqu'au tribunal. En plus de toutes ces missions extérieures, on va voir les missions au commissariat. Notamment la mission très importante du chef de poste. En fait, le chef de poste, pour résumer ça grossièrement, c'est le responsable de tout le commissariat et des missions que je vais vous citer juste après. C'est notamment lui qui va donner le matériel collectif, tout ce qui est radio, éthylotest, test stup. Il peut également arriver, surtout dans les petits centres, que le chef de poste prenne des plaintes, notamment le soir, dans la plupart des cas, quand les services d'enquête ne sont plus là. C'est également lui qui va prendre les consignes de la brigade d'avant et qui va donner les consignes à la brigade suivante, qui va gérer tous les problèmes dans un commissariat, donc tout ce qui est fuite d'eau, invasion de punaises de lit, une personne qui va faire un malaise dans les geôles, ce genre de choses. Il va également se charger de récupérer tout ce qui est animaux et d'envoyer les polices secours sur différentes missions, comme des missions de personnes décédées ou de personnes qui vont venir se réfugier au commissariat parce qu'ils n'ont pas d'abri ou qui ont été victimes de violences. Généralement, les chefs de poste sont des gradés. Alors ça peut être des gardiens de la paix qui ont déjà une certaine ancienneté. Sinon, dans la plupart des cas, c'est des brigadiers chefs ou des majors. C'est donc déjà des policiers qui ont une solide expérience.
Ensuite, on va voir la mission d'adjoint chef de poste. Donc lui, son rôle, ça va être d'assister le chef de poste, notamment pour l'aider pour tout ce qui est entretien avocat des personnes gardées à vue, mais également notamment quand un médecin vient voir les gardés à vue, c'est lui qui va assister les geôliers et le chef de poste. Et si besoin, il va assister le chef de poste dans d'autres missions. Il peut même gérer la radio, parfois s'occuper de prendre certaines plaintes ou renforcer l'accueil. Ensuite, on va voir la mission d'armurier. Alors, il n'y en a pas dans tous les commissariats. Bon, parfois, c'est le chef de poste ou son adjoint qui va gérer cette mission. Son rôle à lui, c'est de donner les armes collectives et individuelles. Donc, que ce soit les pistolets en dotation individuelle que les fonctionnaires de police ont laissés au commissariat, puisque les policiers ne sont pas obligés d'emporter leur arme chez eux. Ils peuvent la laisser au commissariat dans un casier individuel. Il y a également tout ce qui est armes collectives, que ce soit les armes létales, donc tout ce qui est HKMP9 et également HKG36 pour les personnes habilitées. On va avoir également les armes non létales, comme tout ce qui est taser, LBD40 et bien évidemment également toutes les grenades à main. Ensuite, vous avez la mission de geôlier, garde détenu. Le geôlier ou les geôliers, ça dépend. Dans certains commissariats, ils sont tout seuls. Dans d'autres commissariats comme le mien, ils sont toujours 2, voire des fois 3 s'il y a beaucoup de gardés à vue. Eh bien, les geôliers, leur rôle, ça va être d'assurer la surveillance et la protection des personnes gardées à vue, des personnes en ivresse publique et manifeste qui sont donc en rétention administrative. Donc en général, d'assurer la surveillance et la protection de toutes les personnes qui sont en rétention administrative ou judiciaire. Et notamment de les nourrir, de les remettre aux enquêteurs lorsqu'il y a besoin pour une audition, de les présenter à un avocat quand il y a besoin de faire un entretien avec l'avocat, ou de les présenter au médecin si un médecin vient pour les ausculter, ce genre de choses. Et bien évidemment, si jamais il y a une personne qui tombe dans les pommes, qui tape dans une porte, qui va faire un malaise, c'est eux qui vont appeler les pompiers, qui vont intervenir si besoin. Et il arrive assez fréquemment en police qu'il y ait 2, voire des fois 3 personnes dans une même cellule. Quand il y a beaucoup de gardés à vue, s'il y a des gardés à vue qui se battent entre eux, évidemment, le rôle des geôliers, ça va être de les séparer. Mais évidemment, ils peuvent demander du renfort à d'autres policiers. D'ailleurs, il faut savoir que dans les geôles de la plupart des commissariats, il y a un bouton d'alerte au cas où il y a un problème au geôle, c'est le cas dans mon commissariat. Et si le geôlier ou les geôliers appuient sur ce bouton d'alerte, et du coup tous les effectifs du commissariat vont entendre l'alerte et vont venir en courant dans les geôles pour venir prêter main forte. Ça peut être quelque chose d'assez grave, donc il faut intervenir rapidement. Ensuite, on a la mission de planton ou guérite. Donc le planton, il va surveiller et protéger le commissariat, notamment fouiller les personnes qui viennent à l'entrée en réalisant une palpation de sécurité, fouiller leurs effets personnels, sac à main, ce genre de choses. Il y en a pas partout, pas forcément dans les commissariats de province, c'est beaucoup plus répandu à Paris, où vous avez généralement 2 personnes devant ou à l'entrée de chaque commissariat qui sont avec le gilet lourd ou non, ça dépend, et généralement avec ce qu'on appelle une arme longue. Dans la plupart des cas, c'est le pistolet mitrailleur HKMP9 et en fait, il protège le commissariat, il surveille en fait qu'il n'y ait pas de personne qui tenterait de s'introduire dans le commissariat pour commettre des méfaits, notamment tout ce qui est attentat terroriste bien évidemment. Puis on retrouve la mission de standard radio. Donc le standard, c'est celui qui va gérer le standard du commissariat puisqu'il y a un numéro téléphonique dédié à chaque commissariat de police. Donc il y a des gens qui appellent au commissariat des fois même pour demander des interventions de police. Et donc dans ce genre de cas, si ces personnes n'ont donc pas appelé le 17, il faut tout de suite prévenir les patrouilles. Donc c'est le standard qui va s'en occuper ou alors qui va aviser le chef de poste qui lui va contacter les patrouilles. Le standard, il peut également réaliser tout ce qui est contre-appel et assurer la liaison avec le centre d'information et de commandement. Le centre d'information et de commandement, c'est ce qui gère toutes les patrouilles de police et ce sont les policiers qui répondent aux appels 17. Mais ce que je viens de vous dire, c'est plutôt en province, c'est pas trop le cas sur Paris. Et enfin, on va avoir la mission d'accueil. On a toujours 1 voire 2 policiers, des fois 3, qui sont affectés à l'accueil du commissariat de jour comme de nuit, puisqu'un commissariat c'est ouvert 24 heures sur 24. Et donc les policiers à l'accueil reçoivent toutes les personnes qui viennent au commissariat, que ce soit pour déposer plainte, demander des renseignements, ou alors parce qu'ils sont convoqués par un enquêteur ou un policier du commissariat pour diverses affaires. Ça peut également être des personnes qui viennent trouver refuge au commissariat parce qu'elles se sont fait agresser, voire des personnes sans abri qui viennent trouver un peu de chaleur et qui viennent se réfugier là pour passer la nuit. Et parfois également on va avoir des gens qui vont demander des informations comme des touristes ou juste des gens qui vont venir pour prendre un café au distributeur du commissariat ou pour demander à emprunter les toilettes. Oui, ça arrive assez souvent. On passe à la partie 3 qui concerne les effectifs, l'équipement, mais également les véhicules et les tenues des personnels qui composent la police secours. Déjà au niveau des effectifs, on va avoir différents grades. Généralement, le chef d'un service de police secours dans un commissariat, ça va être un officier ou un major de police. Sur le terrain, on retrouve principalement des gardes de la paix stagiaires qui sont généralement sacs de sable, donc c'est-à-dire à l'arrière du véhicule, ou alors chauffeurs. Dans la plupart des cas, quand on est garde de la paix stagiaire, c'est pas possible de conduire, en tout cas dans la plupart des commissariats. Mais dans certains commissariats, que ce soit en province ou même en région parisienne, vu qu'il y a des fois un manque d'effectifs, les gardes de la paix stagiaires peuvent conduire. Mais la règle générale en tant que garde de la paix stagiaire, c'est qu'on ne peut pas conduire les véhicules de police. Ensuite, on va retrouver des gardes de la paix titulaires, qui sont généralement chauffeurs, voire des fois chefs de bord. Chef de bord, celui qui va avoir la place du passager à l'avant
et qui va en gros être le chef de la patrouille. On va également retrouver assez fréquemment des brigadiers chefs qui sont généralement chefs de bord, mais il arrive qu'ils conduisent quand ils en ont envie, c'est un peu eux qui décident. Également des majors qui sont dans la plupart des cas, la grande majorité des cas, chefs de bord. C'est pas tout le temps que des majors sortent, ça dépend des commissariats. Dans les petits commissariats, c'est très rare que les majors de police sortent. Généralement, ils sont chefs de brigade et ils restent au commissariat pour gérer la brigade ou alors faire chef de poste. Mais dans des grands commissariats où il y a beaucoup de majors, il arrive assez fréquemment qu'ils sortent en patrouille et donc dans ce cas, bien évidemment, ils sont chefs de bord. Et on retrouve également beaucoup de policiers adjoints et de policiers adjoints réservistes qui ont dans la plupart des cas, la grande majorité des cas, le rôle d'équipier, donc de sac de sable, sont à l'arrière du véhicule. Et en fait, le rôle du sac de sable, c'est surtout de prendre des notes qu'on va sur une intervention et de seconder les gardiens de la paix, les titulaires, dans leur mission de police secours. Mais bon, ce sont des policiers comme les autres, les policiers adjoints et même les policiers adjoints réservistes. Ils vont venir en renfort, ils vont apporter une aide matérielle, mais c'est pas eux qui vont diriger la patrouille. Il arrive rarement, mais ça arrive dans certains petits commissariats, que des policiers adjoints conduisent ou occupent la place de chef de bord. Bien évidemment, si un policier adjoint est avec un gardien de la paix et que c'est le gardien de la paix qui conduit, même si le policier adjoint il est à la place de chef de bord passager avant, c'est pas vraiment lui qui va diriger la patrouille. Moi par exemple, ça m'est arrivé à de très nombreuses reprises, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo quand je parlerai de mon expérience, mais il m'arrivait très souvent de conduire quand j'étais policier adjoint et il m'arrivait également très souvent d'être à la place du chef de bord, mais c'était pas du tout moi qui était le chef de la patrouille. En réalité, il y aurait eu un problème, c'était le gardien de la paix avec moi qu'on serait venu chercher et qui aurait dû rendre des comptes en premier. En police secours, il y a plusieurs brigades et plusieurs cycles différents. Vous avez les cycles en 12 heures ou les cycles en 8 heures. Les cycles en 12 heures, ça va être tout ce qui est 2-2-3, c'est-à-dire 2 jours de travail, 2 jours de repos, 3 jours de travail, avec un système de petite et grande semaine. La grande semaine, c'est 2 jours de travail, 2 jours de repos, 3 jours de travail, ce qui nous fait au total 5 jours de travail. La petite semaine, c'est 2 jours de repos, 2 jours de travail et 3 jours de repos, ce qui nous fait 2 jours de travail. Ce qui nous fait 7 jours de travail en 12 heures sur 14 jours. On peut également avoir le cycle du 3-3, donc 3 jours de travail, 3 jours de repos, et donc on enchaîne tout le temps, 3 jours de travail, 3 jours de repos. Lorsqu'à ce cycle-là, on n'a que 2 brigades de jour qui sont généralement nommées J1 et J2. On peut également avoir le cycle en 8 heures, et là c'est du 4-2. 4-2 c'est 4 jours de travail, 2 jours de repos. Il y a différents types de 4-2, ça peut être 4 matins, 2 repos, 4 après-midi, 2 repos, etc., etc. Vous pouvez avoir le 4-2 avec 2 matins, 2 après-midi, 2 repos, ou le 4-2 avec 2 après-midi, 2 matins, 2 repos, etc., etc. Et en 4-2, là il y a 3 brigades de jour qu'on appelle généralement J1, J2 et J3. Pour la nuit, c'est exactement la même chose. Soit vous avez les cycles en 12 heures, donc en 2-2-3 ou en 3-3, et là vous avez 2 brigades, donc qu'on appelle généralement nuit 1 et nuit 2. Soit le cycle en 8 heures, et là du coup c'est du 4-2, et vous avez 3 brigades de nuit, nuit 1, nuit 2 et nuit 3. Au niveau de tout ce qui est équipement, armement et tenue. La tenue, on l'appelle tenue de service général, ou dans le jargon, la tenue SG. Vous avez donc le pantalon bleu de service général et le polo bleu floqué police nationale, ainsi que les rangers aux pieds bien évidemment, et le calot, le bonnet de police. Ensuite, on retrouve tout ce qui est armement individuel, le Six Hour SP 2022, ainsi que 2 chargeurs garnis à 15 cartouches. On retrouve également tout ce qui est armement collectif, j'en ai un petit peu parlé avant, mais tout ce qui est LBD 40, bâton télescopique de défense et tonfa, qui sont normalement attribués à titre individuel, mais dans certains commissariats, c'est à titre collectif qu'on vous en prête un pour toute la période où vous êtes là, et on le récupère en cas de mutation. Mais moi, je sais qu'on m'a attribué un bâton télescopique et qu'on m'a dit qu'il me suivrait toute ma carrière, donc ça c'est la nouvelle norme. Dans certains commissariats, ça se fait encore de prêter un bâton télescopique ou un tonfa, et qu'on doit leur rendre une fois qu'on a une mutation ou qu'on change de service. Vous avez également tout ce qui est pistolet à impulsion électrique, donc le fameux taser, pistolet mitrailleur HKUMP9, les grenades à main, que ce soit les GLI ou les grenades lacrymogènes, et également tout ce qui est aérosol lacrymogène de défense. Tous ces équipements et tous ces armements, c'est soumis à habilitation. On va retrouver également de l'équipement personnel, donc notamment le ceinturon, avec sur le ceinturon un holster pour mettre l'armement individuel, donc le pistolet Six Hour SP 2022 en calibre 9 mm. Vous allez également retrouver généralement un porte-monote, un porte-bâton télescopique de défense ou un porte-tonfa, un porte-gants, parce que généralement on a des gants quand on est policier et qu'on est en police secours, également un porte-chargeur pour mettre le deuxième chargeur de 15 cartouches pour le pistolet Six Hour SP 2022, et parfois pour certains policiers, on va avoir une trousse de secours d'urgence. Ensuite, en équipement, on va avoir une paire de menottes ministère de l'Intérieur, un casque de maintien de l'ordre, même si techniquement on fait pas de maintien de l'ordre en police secours, généralement les effectifs de police secours ont un casque de maintien de l'ordre, puisque il peut arriver qu'on se fasse caillasser ou qu'il y ait des violences urbaines, donc c'est toujours mieux d'avoir un casque de maintien de l'ordre. Ensuite, généralement les policiers affectés en police secours vont avoir des gants, par exemple on peut avoir des gants anti-coupure, c'est plutôt pratique pour les palpations, surtout sur les personnes qui ont parfois des seringues ou des objets contondants sur eux, que ce soit des couteaux, des bouts de verre, des lames de rasoir, oui ça arrive fréquemment, et
on peut avoir également des gants coquillés qui sont plutôt utilisés en intervention. Très important également tout ce qui est lampe, stylo et calepin. On retrouve également le téléphone Néo, le téléphone qui permet de passer les véhicules aux fichiers, les personnes aux fichiers, également de dresser des contraventions, le téléphone opérationnel, le téléphone professionnel de service. Dans la plupart des cas, les policiers ont un gilet tactique qui permet notamment de mettre tout ce qui est radio, mais parfois également tout ce qui est menottes, calepin, stylo, lampe, des gants et autres équipements qui peuvent donc délester le ceinturon. Et c'est quand même assez pratique, ça permet de répartir le matériel et également de faire moins de charge au niveau du ceinturon, ce qui permet selon certains policiers de moins fatiguer le dos et les hanches. Et c'est vrai que je suis plutôt convaincu par ça parce que l'équipement sur le ceinturon, à force, ça pèse quand même assez lourd. On va retrouver également tout ce qui est chasuble de haute visibilité, notamment pour tout ce qui est contrôle routier, surtout quand la visibilité est mauvaise, de nuit ou par brouillard ou temps pluvieux. Et bien évidemment, lorsqu'il y a des accidents de voie publique avec des voitures, c'est quand même mieux de mettre le gilet de haute visibilité pour être vu par les autres automobilistes. C'est quand même mieux pour être en sécurité. La plupart des policiers prennent avec eux en patrouille un sac à dos qui contient notamment tout ce qui est fiche d'immobilisation, fiche de rétention pour le permis de conduire, tout ce qui est procédure accident, mais également des convocations vierges, lorsqu'un service d'enquête demande par exemple de remettre une convocation à une personne, et également ce qu'on appelle des papillons. C'est un petit papier avec marqué que vous avez été verbalisé pour une infraction, notamment par exemple pour informer une personne qui a son véhicule de stationner et qui est mal stationné, qu'il a été verbalisé pour une infraction, on met un petit papillon sur le pare-brise, comme ça la personne elle est au courant qu'elle a été verbalisée. Faut savoir qu'il y a énormément de matos personnel qui est acheté par les policiers et qui n'est pas fourni, ou alors c'est une question de simple préférence, beaucoup de policiers préfèrent acheter leur matériel, et moi c'était mon cas, et c'est encore mon cas maintenant, j'ai beaucoup de matériel perso. Après, il y a certains matériels qui sont soumis à autorisation, notamment si vous voulez acheter par exemple un bâton télescopique de défense particulier, si vous voulez mettre une lampe sur votre pistolet Six Hour SP 2022, tout ça c'est soumis à une autorisation de la hiérarchie, et pour ça faut faire un rapport, et donc que votre chef de service l'autorise. Et c'est pas partout, et c'est pas dans tous les services, ça dépend des commissariats, en fait c'est selon la décision du chef de service. Je sais que moi par exemple dans mon commissariat il y a pas mal de policiers à la nuit, en police secours de nuit, qui vont avoir la lampe sur leur pistolet en dotation individuelle, mais c'est pas partout pareil, il y a des endroits où le chef de service ne veut pas du tout que la police secours ait ce genre d'équipement sur leurs armes de service, et donc du coup c'est pas possible d'avoir ça sur son arme de service. Au niveau des véhicules, en police secours, on utilise des véhicules sérigraphiés, que ce soit avec la sérigraphie blanche, donc l'ancienne sérigraphie, ou la nouvelle sérigraphie grise, avec le nouveau gris police nationale et la nouvelle griffe police nationale. Donc la plupart des véhicules qui ont cette nouvelle sérigraphie, c'est tout ce qui est Peugeot 5008, également des Scénic et quelques Peugeot 3008. Avec l'ancienne sérigraphie, on retrouve beaucoup de Peugeot Partner, Citroën Berlingo, également des Renault Mégane, des Skoda Octavia. On a également tout ce qui est Ford C-Max et également parfois des Renault Trafic. Au niveau de l'équipement dans les véhicules, on a tout ce qui est stop stick, qu'on appelle dans le jargon les Toblerone. C'est un dispositif qu'on va jeter ou poser sous les roues d'un véhicule qui refuse d'obtempérer, par exemple, qu'on veut arrêter, et donc ça va déclencher une crevaison lente. C'est ce qui remplace les herses de l'époque, et l'avantage par rapport aux herses, c'est que ça empêche le pneu d'éclater. En fait, le pneu n'éclate pas, c'est une crevaison plutôt lente, et à l'époque, les herses, ça faisait éclater les pneus, et des fois, les véhicules, quand ils arrivaient très très vite, et qu'on lançait une herse sous le véhicule, les pneus éclataient, et le véhicule allait dans le décor, et donc du coup, ça faisait des blessés, voire des morts, donc c'était pas terrible. Les stop sticks sont quand même assez efficaces, on peut en combiner plusieurs pour faire des grands stop sticks avec par exemple 3-4 stop sticks assemblés, ce qui peut être pratique. Malheureusement ça marche pas forcément tout le temps très bien, et c'est interdit sur tout ce qui est deux roues. On retrouve également des boucliers de maintien de l'ordre, parce que même si en police secours on n'est pas censé faire du maintien de l'ordre, dans certains secteurs où il y a des cités, des coins chauds, il peut y avoir des violences urbaines assez fréquemment, et c'est toujours mieux d'avoir un bouclier pour se protéger des projectiles qu'on pourrait recevoir d'individus qui en veulent à la police. On va également retrouver parfois, mais c'est pas le cas dans tous les véhicules de police secours et dans tous les commissariats de France, mais en règle générale, ça arrive quand même assez souvent, qu'on retrouve des gilets pare-balles lourds, également des casques balistiques et un bouclier balistique. Ce sont des équipements qui permettent de protéger contre des munitions plus puissantes que le calibre 9 mm. Chaque policier a un gilet pare-balles individuel en dotation. Je sais même plus si je l'ai dit d'ailleurs, donc si je l'ai pas dit, petit ajout. Mais le gilet pare-balles individuel, ça résiste aux lames, donc tout ce qui est couteau, sabre, et tout ce qui est calibre 9 mm, donc calibre de pistolet, d'arme de poing, mais ça va pas résister à tout ce qui est fusil d'assaut comme par exemple Kalachnikov. Alors que du coup les gilets pare-balles lourds, les casques balistiques et le bouclier balistique, ça résiste à des calibres plus importants, donc à des fusils d'assaut, des fusils à pompe. Donc c'est quand même utile quand on a une notion d'un individu qui va être armé, qui est retranché avec une arme. C'est rare, même si la police secours n'est formée que niveau 1 en tuerie de masse et va rarement aller au contact d'individus armés et retranchés. Ça peut arriver même assez fréquemment dans certains secteurs où il n'y a pas beaucoup d'unités spécialisées, où il y a que la police secours et il faut intervenir rapidement. Et
ce genre d'équipement permet quand même de protéger les policiers et voire de leur sauver la vie. Comme équipement, on a également la petite roulette qui permet de mesurer des distances, notamment en cas d'accident de voie publique, puisqu'on a besoin de rédiger un plan accident lorsqu'il y a un accident corporel, que ce soit un accident avec des blessés ou des morts, et du coup, pour dresser le plan accident, il faut prendre des mesures, et cette petite roulette, elle sert à prendre des mesures. On va également retrouver tout ce qui est éthylotest pour faire des contrôles alcoolémie sur des conducteurs, et également tout ce qui est kit stupéfiant pour faire des dépistages de stupéfiants sur les conducteurs. Parfois, on peut également retrouver un cinémomètre. Un cinémomètre, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les jumelles, ce qui permet donc de faire des contrôles vitesse sur des véhicules. Et vous allez parfois retrouver tout ce qui est rubalise pour délimiter un secteur où on veut pas que des personnes rentrent, notamment en cas d'accident, lorsqu'on doit faire évacuer un endroit pour une alerte à la bombe par exemple. Dans ce genre de cas, la rubalise, c'est bien pratique. Et maintenant, on passe à la quatrième partie, et je vous laisse avec les interviews de 2 collègues qui sont affectés en police secours. Je m'appelle Lou et j'ai 28 ans. J'ai commencé par un bac littéraire, après j'ai voulu aller dans le domaine du jeu vidéo, donc j'ai fait des études supérieures dans ce domaine-là, puis j'ai décidé de retourner à mes premiers amours qui étaient les forces de l'ordre. Je suis en police secours dans une brigade de nuit. Globalement, la police secours, c'est un service très formateur où l'on va toucher à tout et voir de tout. Répondons aux missions du SIC, les fameux appels 17, qui sont filtrés avant d'être répartis sur les patrouilles. On va également avoir les gardés à vue, les plaintes, l'accueil, la guérite, les gardes d'hôpital, les transferts de détenus. On va vraiment pouvoir toucher à tout et voir de tout. Et on va être confronté à vraiment des missions diverses et variées en extérieur. Ce qui est intéressant dans la brigade de nuit, et notamment en police secours, c'est que la nuit, comme la journée, on a l'obligation de l'uniforme et tout ça, on retrouve des points communs, mais néanmoins l'ambiance est complètement différente. La vie la nuit n'est pas la même, le rythme n'est pas le même. J'ai comme le sentiment que les gens se sentent plus en sécurité la nuit pour faire des actes répréhensibles, et donc on a beaucoup plus d'activités durant la nuit. En tout cas, moi j'adore travailler de nuit. On a un contact assez particulier avec les gens où ils vont peut-être plus facilement se livrer à nous. On va davantage toucher vraiment au cœur de l'humain. Il y en a eu quelques-unes, notamment mon accident en service où j'ai été lourdement blessée. Je pense que je vais vous parler de la dernière en date. En fait, j'étais en poste à l'accueil, un poste vraiment qui se veut normalement plutôt calme, où on va accueillir les gens et ils vont souvent venir soit pour des renseignements, déposer plainte ou poser des mains courantes et compagnie. Et en fait, un homme s'est présenté, main sur la figure, complètement ensanglanté. Il venait d'être pris à partie suite à un différend que sa femme avait eu plus tôt dans la journée par un groupe de jeunes de son immeuble qui avait tenté de l'égorger. Donc il a fallu être très réactif, appliquer rapidement les premiers gestes de secours, que l'on apprend d'ailleurs en école. Et en fait, l'homme nous a expliqué qu'il se vidait de son sang depuis 20 minutes avant d'arriver. Donc avec une collègue, on a effectué un point de compression sur sa gorge et son visage, tandis que j'avais d'autres collègues qui faisaient appel au secours, qui prenaient les informations auprès de sa femme qui l'accompagnait. Et fort heureusement, l'homme s'en est sorti sain et sauf et il est revenu nous remercier. Il a quand même eu 35 ou 34 points de suture, je sais pas si vous imaginez. Moi, c'est Charlie, j'ai 24 ans, je suis en police secours de nuit dans un commissariat du sud de la France. Avant d'être policier, j'ai fait des études et j'ai travaillé dans le commerce. Je m'y retrouvais pas forcément, donc j'ai passé les concours et désormais je suis donc dans la police nationale. Oui, alors je suis en police secours de nuit dans un commissariat du sud de la France. Mon travail, moi, c'est d'intervenir lorsque vous appelez au 17. Vous appelez au 17, notre centre de commandement d'information reçoit l'appel et ensuite nous envoie, nous, sur la mission. Donc là, ça peut être des missions vraiment diverses et variées. Ça peut être de la constatation de vol, de dégradation, un vol en cours, des violences conjugales, des violences dans la rue, une rixe. Ça peut être également, si vous retrouvez un corps sans
en vie dans la rue, dans un appartement, on peut intervenir également. Faire des transports à l'hôpital pour les victimes, l'accueil du public également dans les commissariats. Une diversité de missions très importante. On peut également faire des missions d'initiative, donc ça va être des patrouilles pédestres sur les secteurs touristiques, les secteurs de vie, zones qu'on pourrait dire également sensibles. On peut faire des patrouilles également, au-delà d'être pédestres, elles peuvent être motorisées, ces patrouilles en véhicule. Donc là, sur les mêmes secteurs, on peut également aller dans les quartiers où on sait qu'il peut y avoir différents trafics ou différentes difficultés. On peut faire des contrôles routiers. Enfin voilà, c'est vraiment un service qui est vraiment très diversifié, où on peut vraiment s'épanouir, qui j'estime pour débuter sa carrière est très intéressant dans le sens où du fait qu'on touche à énormément de choses, par la suite ça permet de savoir ce qu'on aime moins, et donc de s'orienter dans les services plus spécialisés. En plus de tout ça, on a un rythme de travail qui est vraiment, je trouve, très intéressant, puisqu'on est en 3-2-2-3. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous expliquer, mais je vous invite également à aller voir la vidéo de Policiers FR qui traite du sujet sur les différents rythmes de travail dans la police. Mais donc le 3-2-2-3, sur 2 semaines, je vais travailler dans la première semaine le lundi, mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche, et la deuxième semaine, je vais travailler uniquement le mercredi et le jeudi. Donc voilà, à chaque fois c'est 2 jours de travail, 2 jours de repos, 3 jours de travail, 2 jours de repos, 2 jours de travail, 3 jours de repos. Ce qui permet également de bien jongler entre la vie privée et la vie professionnelle. Pour moi, c'est vraiment très intéressant. Et on est en 12h08, alors c'est des vacations qui sont un peu longues, mais qui derrière permettent vraiment d'avoir des coupures intéressantes pour souffler. Oui, j'ai des expériences qui m'ont marqué. La première, si on parle de l'école, quand on arrive, qu'on n'est pas habitué à la vie scolaire, policier ou à la vie militaire, ça peut faire une petite sensation, dans le sens où on marche au pas, on se déplace en section, on est au garde à vous lorsqu'on croise un gradé avec le salut, on est en uniforme, on fait la levée des couleurs le lundi matin. Voilà, c'est des choses qui sont assez marquantes. Et en ce qui concerne donc les interventions une fois en service actif, oui, j'en ai également qui m'ont marqué. J'en ai particulièrement 2 qui m'ont marqué. Une première intervention où on rejoint des collègues sur un refus d'obtempérer pour leur venir en aide. Donc ils avaient perdu le véhicule, ils nous disent plus ou moins sa destination, en tout cas la direction dans laquelle il allait. On retrouve le véhicule, on le prend en poursuite, et de là donc il s'arrête devant une maison, il commence à escalader le muret qui faisait environ 1 mètre, 1 mètre 50. À ce moment-là, en fait, on le savait pas, mais il était chez lui, il rentrait chez lui, voilà. Il espérait nous fuir comme ça. On était 3 fonctionnaires, on le saisit, on essaie de le maîtriser pour l'interpeller, et donc cet homme était particulièrement virulent, j'avais rarement vu ça. Il criait, et lorsqu'il était au sol et qu'on essayait tant bien que mal de le maintenir pour pouvoir le menotter, il y a 6 autres personnes qui ont escaladé le muret, ou alors qui sont passés par leur portail en provenance de sa maison à lui, que des jeunes hommes. On le savait pas à ce moment-là, mais c'était sa famille, ses fils et ses neveux, qui venaient pour l'aider, parce qu'ils avaient entendu ses cris. Donc à ce moment-là, on s'est retrouvé au total à 7 contre 3. C'était assez marquant, dans le sens où sur le moment, on appelait les renforts bien sûr qui sont arrivés, mais sur le moment on se dit voilà, là tout ce qu'on a appris en école, c'est maintenant qu'il faut le restituer, qu'il faut rester lucide et puis agir en conséquence. Alors heureusement, sa famille a tout de suite compris que c'était lui qui était en tort, qui nous avait fait un refus, et donc dans ce cas-là ils nous ont aidés, bien sûr. On s'en est tous sortis sains et saufs, et l'homme a pu être interpellé. Une autre intervention qui m'a marqué, alors c'était une intervention que j'ai réalisée hors service lors des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. J'étais en renfort, et avec 2 autres collègues, pendant que nous étions sur notre temps libre, on est passé à proximité d'un barrage de police qui était en difficulté avec plusieurs individus, des vendeurs à la sauvette, dont un a commencé à s'en prendre violemment à une de nos collègues. Donc à ce moment-là, vu qu'ils étaient en sous-effectif, on a décidé de lui venir en aide. Par la suite, ça nous a permis déjà de rencontrer des collègues de Paris, même si les circonstances n'étaient pas extraordinaires, enfin, vu que la collègue était en difficulté, mais ça nous a permis de rencontrer les collègues, et par la suite d'avoir pour le coup un bon retour de la part de l'institution, puisqu'on a tous reçu
une lettre de félicitations et on avait été invité à une cérémonie à la Tour Eiffel pour nous remercier de notre action. Quelque chose qui reste marquant et puis qui, si c'était à refaire, je referais sans hésiter. On passe à la 5e partie où on va parler du salaire, des primes et des avantages. Déjà le salaire, ça dépend du grade. Un policier adjoint en sortie d'école, il gagne environ 1500 € net par mois. Alors les salaires que je vous donne, c'est en net et c'est en Ile-de-France. Hors Ile-de-France, il va gagner un petit peu moins, à 50 € près. Un gardien de la paix en début de carrière, il va gagner 2100 € net par mois. Et s'il termine major rulp au dernier échelon, donc le grade maximum dans le corps des gardiens de la paix, il va gagner environ 3400 € net par mois. Et un officier de police, en sortie d'école, il va gagner environ 2500 € net par mois. Et en fin de carrière, s'il atteint le grade de commandant divisionnaire de police, il aura 5000 € net par mois. Au niveau des primes, il n'y en a pas beaucoup en police secours. Vous avez notamment la prime de voie publique. Le montant actuel, c'est 50 € brut par mois. Et ça devrait passer à 100 € brut par mois à partir de juillet 2025. Pour les policiers qui ont la qualification d'officier de police judiciaire, bon, c'est assez rare en police secours, mais ça arrive, la prime c'est 125 € net par mois, mais uniquement sur les postes cartographiés. Petite spécificité liée à l'OPJ. Et pour les policiers en police secours qui sont nuiteux, donc qui travaillent de nuit, ils vont avoir ce qu'on appelle l'ITN. L'ITN, c'est l'indemnité pour le travail de nuit, tout simplement. Et en fait, le montant, c'est environ 160 € par mois pour un gardien de la paix nuiteux qui est en vacation de 12 heures. Donc, c'est-à-dire un gardien de la paix qui travaille de nuit sur des cycles horaires de 12 heures. Il faut savoir que le montant varie si c'est pas toute la nuit qui est faite et si c'est pas en 12 heures. Si vous faites qu'une partie de la nuit, dans certains services, peut-être qu'ils font moins d'horaires de nuit, ou si c'est pas en 12 heures, c'est en 8 heures, bah vous gagnez moins d'argent, c'est logique. L'ITN, c'est vraiment une prime, vous êtes rémunéré en plus par heure de nuit. Donc si vous faites 4 heures de nuit ou si vous en faites 10, ça donne une grosse différence sur le montant de la prime en fin de mois. Je vais vous donner mon avis personnel pour les avantages et concernant mon expérience en police secours. Franchement, pour moi, la police secours, c'est super formateur. C'est un très bon tremplin pour aller dans d'autres services et c'est la base de la police. Vraiment, pour moi, tout le monde devrait commencer par ça. En tout cas, toutes les personnes qui veulent faire du terrain en police, ils devraient commencer par la police secours. Déjà parce qu'on a une grande variété de missions, donc on voit beaucoup de choses, beaucoup de situations. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment très formateur et ça permet de bien découvrir le métier. En plus, on travaille avec plein de services, notamment dans les gros commissariats où on va travailler avec des services comme les brigades spécialisées de terrain, les compagnies d'intervention ou les brigades anticriminalité. Donc on voit plein de monde, on côtoie plein de monde. Et il faut savoir que dans les petits commissariats, je peux vous en parler parce que moi j'ai été policier adjoint dans un petit commissariat de province, eh bien l'avantage et également parfois l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de service spécialisé comme la BAC, la BST ou les compagnies d'intervention. Du coup, c'est une intervention pour une personne qui est en ivresse publique et manifeste sur le public, pour un tapage nocturne, on va dire des interventions pas super reluisantes, pas super intéressantes, pas extrêmement excitantes, mais également si une intervention pour un individu armé, une bagarre au couteau ou ce genre de choses, c'est la police secours qui y va dans tous les cas. Donc en fait, vous pouvez être amené à faire des missions très intéressantes en police secours. Ça dépend où vous tombez. Je dirais que dans les gros centres, vous avez quand même beaucoup de servitudes et des missions moins intéressantes puisque souvent, les missions un petit peu chaudes, ça va être les unités un peu plus spécialisées qui vont s'en charger en priorité. C'est-à-dire que le centre d'information de commandement qui gère les patrouilles, il va envoyer la police secours, mais il va directement envoyer en appui et en priorité une BAC, une BST ou une compagnie d'intervention pour vous renforcer, voire même pour prendre la mission à votre place. Dans les petits commissariats, il n'y a pas le choix, il n'y a que vous. Donc c'est vous qui faites tout. Et l'avantage est que dans les petits commissariats, il y a souvent moins de gradés et il y a moins d'effectifs en règle générale. Donc du coup, si vous arrivez en tant que policier adjoint ou jeune gardien de la paix, vous pouvez vraiment tout faire. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez être conducteur, vous pouvez parfois être à la place du chef de bord. Et dans certains commissariats où vous êtes par exemple 4 par voiture et vous arrivez en tant que gardien de la paix en sortie d'école, vous allez être à l'arrière de la voiture à faire le sac de sable, le numéro 3 voire le numéro 4. Dans les petits commissariats, parfois vous êtes que 2 en patrouille et il y a quand même pas mal de missions des fois qui tombent. Du coup, vous êtes que 2, il faut gérer, et que vous soyez policier adjoint ou gardien de la paix, on va vous demander d'être compétent et c'est super formateur. Moi j'ai connu ça. Dans les commissariats où j'étais, on était parfois en équipage de 3, mais très souvent en équipage de 2 et donc j'étais souvent seul avec un gardien de la paix et c'était très formateur parce qu'en final, en tant que policier adjoint, j'étais employé comme un gardien de la paix. Je faisais les mêmes missions qu'eux, le même travail et les collègues gardiens de la paix comptaient sur moi comme n'importe quel autre collègue, comme n'importe quel autre policier et on se sent vraiment valorisé. La police secours, c'est donc la base de la police. Et moi, je trouve que c'est super intéressant et que c'est un très bon choix en sortie d'école pour se former. En plus, dans certains commissariats, on peut rapidement accéder à des responsabilités, puisque dans certains commissariats, notamment en banlieue parisienne, vous allez avoir beaucoup de turnover. Donc, on peut vite être chef de bord ou chauffeur, même en tant que gardien de la paix stagiaire ou policier adjoint. Je connais des collègues qui sont sortis d'école de ma promotion de gardien de la paix. Ils ont été affectés dans des commissariats de banlieue parisienne. Au début, ils étaient conducteurs ou sac de sable, donc à l'arrière du véhicule. Et au bout de 6 mois, ils étaient chefs de bord et c'était eux qui géraient la patrouille et qui allaient parfois sur des missions très très chaudes.
chaudes, quoi. Avec par exemple une personne qui sortait un couteau, une personne qui venait d'agresser quelqu'un sur la République, des violences conjugales avec le mari qui s'était enfermé dans la salle de bain et qui menaçait de se suicider, ce genre de choses. Donc ça peut être très intéressant, très formateur, et on peut très vite accéder à des responsabilités. Bon, ça dépend de la taille du commissariat et de l'endroit, hein, s'il y a beaucoup d'effectifs, pas beaucoup d'effectifs, s'il y a beaucoup d'unités spécialisées en appui ou pas, s'il y a beaucoup de turnover ou pas. Mais je sais qu'en banlieue parisienne, notamment dans tout ce qui est 93, 92, 91, voire même des fois des commissariats Paris intramuros, et où il y a beaucoup d'effectifs qui arrivent, qui au bout de 6 mois repartent ou dans une mutation ou changent de service. Vous êtes en police secours, vous restez 6 mois, 1 an et demi. Au bout d'un an et demi, vous êtes limite des fois le plus ancien de la brigade, et c'est vous qui allez des fois être chef de poste, qui allez gérer du coup presque la brigade, et donc qui va aller gérer un peu le commissariat. Et du coup, quand vous sortez en patrouille, c'est également vous qui allez vous occuper de gérer votre équipage. Et on passe à la 6e et dernière partie, la conclusion de cette vidéo. Pour conclure, la police secours, c'est le service au sein de la police nationale qui répond à tout ce qui est appel 17, donc tout ce qui est intervention suite à des appels au 17. Généralement, les policiers affectés en police secours, ils sont primo-intervenants sur les interventions. C'est vraiment la base de la police avec des missions qui sont très variées. C'est un service qui est très formateur. Vous avez des policiers en police secours de nuit et de jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez être affecté en police secours de policier adjoint à officier. Officier, c'est un peu plus rare, c'est vraiment dans les grands commissariats. Et quand vous êtes officier en police secours, vous n'allez pas patrouiller, hein, vous allez diriger le service. Je remercie énormément pour cette vidéo mes sources, tous les articles qui m'ont aidé pour vous parler de cette vidéo. Donc je vous mets tous les liens en description. De toute façon, les sources sont toujours en description de chacune de mes vidéos. Je remercie également tous les collègues qui m'ont aidé pour cette vidéo, que ce soit aux collègues qui ont parlé dans les interviews, qui m'ont aidé en relisant mon script et en apportant certains détails. Je pense également à un collègue que j'ai rencontré sur TikTok qui est affecté sur Paris en police secours, à qui j'ai envoyé le script par email et qui m'a bien aidé en relisant le script et en corrigeant quelques petits points. Merci beaucoup parce que moi ça fait quand même plus de 4 ans maintenant que j'ai quitté la police secours, donc je pratique plus la police secours tous les jours, hein. Moi je suis en unité d'enquête, donc la police secours elle évolue quand même assez souvent en fonction des commissariats ou des régions, que ce soit en province ou région parisienne, c'est pas forcément la même chose. Donc voilà, j'ai essayé de faire cette vidéo de la manière la plus complète possible. J'ai forcément dû oublier quelques petites choses, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'oublie des choses, à apporter certaines précisions, hein, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Bon, faites-le dans le respect, évitez de me lyncher et de m'insulter, hein, voilà, c'est toujours mieux de le faire dans le respect et dans la camaraderie si j'ose dire. Pour terminer la vidéo, je vous invite à aller voir certaines autres vidéos que j'ai réalisées sur ma chaîne YouTube et mon compte TikTok qui peuvent vous apporter d'autres renseignements sur la police nationale qui sont liés à cette vidéo si ça vous intéresse. Vous avez notamment ma vidéo sur les grades de la police nationale, donc qui vous aidera également à mieux comprendre cette vidéo. Ma vidéo sur les salaires en police nationale où j'explique les différents salaires qu'on a en fonction du grade. Et il faut également savoir que les interviews réalisées dans cette vidéo seront disponibles dans des vidéos à part sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.